Vous êtes dans votre lit. Il fait noir. Pas de bruit, à part peut-être un petit tic-tac dans un coin que vous n'avez jamais remarqué avant. Votre téléphone est posé là, à côté de vous. L'écran est tout noir. Vous ne l'avez même pas touché. Vous tournez à gauche, puis à droite. Vous avez sommeil, mais rien n'y fait. Vous ne vous endormez pas. Vous savez pas trop pourquoi, mais vous êtes sûr d'une chose. Il y a quelque chose là dans votre chambre qui vous regarde. Ce n'est pas une présence, ce n'est pas un fantôme, c'est juste cette sensation bizarre, ce frisson là dans la nuque, comme si votre corps savait quelque chose que votre cerveau n'a pas encore compris. Et bizarrement, vous aimez ça. Vous auriez pu éteindre, éviter, scroller, mais non, vous avez cliqué sur cette vidéo, la mienne. Et croyez-moi, c'est pas du tout un hasard, parce qu'au fond, vous aussi vous aimez avoir peur, n'est-ce pas? Mes chéris, comment allez-vous? Alors on est en plein été. Dites-moi tout, il y a des petites vacances de prévues, des petits week-ends au beau soleil. Vous êtes plutôt comme moi, genre travail, maison, dodo. Alors oui, cette vidéo aurait dû sortir il y a un bon bout de temps déjà. Mais disons que la vie m'a offert un petit détour un peu inattendu. Un autre projet artistique que j'ai enfin pu concrétiser, mais je vous en parle dans un instant, c'est promis. Mais avant tout ça, je voulais tout simplement vous dire un gros merci à vous, parce que pendant ma petite retraite, j'ai pu constater qu'il y a quand même pas mal de gens qui se sont rajoutés encore. Franchement, voir la petite communauté là s'agrandir de jour en jour, bah ça me touche énormément. Gros câlin virtuel pour vous mes chéris. Et bon, j'imagine que ce petit monologue d'introduction a chatouillé votre curiosité. À juste titre d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, mes chéris, on va pas parler d'un cas particulier. On va pas parler d'une légende ni d'un phénomène paranormal. Non, cette fois j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, tout aussi intriguant et intéressant. À savoir répondre à la question limite philosophique, pourquoi aimons-nous l'horreur? Et si vous aussi vous vous êtes déjà posé cette question mes chéris, bah alors vous êtes très bien tombés. Comme d'habitude, on prend un petit truc à grignoter, on prend un bon petit juice bien frais. Moi j'arrête les blablas et dès que vous êtes prêts, on y va. You see here, kid? You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? Comme je vous ai dit, j'ai une petite annonce à vous faire. Peut-être que certains l'ont déjà remarqué, mais il y a quelques photos qui manquent dans mon décor. Pour la faire courte, moi je suis photographe, et ces photos qui étaient affichées dans les vidéos précédentes sont des créations originales, ou originaux, je sais pas. Elles font partie d'une série que j'ai intitulée Les 7 étapes de l'amour. Cette série, je l'ai créée en hiver dernier. J'avais mis énormément de choses, mon amour, mon énergie, mon temps, enfin, c'est très très deep, je vous l'accorde. Et disons que le mois dernier, j'ai travaillé sur un deuxième projet. C'est, disons, une sorte de contrepartie à la première série. Cette fois, j'ai exploré l'amour sous un autre angle. L'amour toxique, l'amour qui blesse, enfin, disons plutôt un amour plus humain, plus réaliste, celui qu'on expérimente un peu tous dans ce monde. Ce projet-là, lui, s'appelle Les 6 dérives de l'amour. Ça m'a demandé énormément de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Et c'est en fait mon petit bébé. Du coup, je suis hyper fière de vous le présenter, bien sûr. Si jamais ça vous intrigue, vous pouvez voir mes photos qui soient sur Instagram, aussi sur mon portfolio, je vous mettrai tout en description. Et malheureusement, cette vidéo a mis un peu plus de temps que prévu pour sortir, mais pour les petits curieux et ceux qui sont du coup en Belgique, ces photos étaient aussi visibles dans un petit café situé à Louvain-la-Neuve. Malheureusement, l'exposition est maintenant terminée, mais je suis sûre que vous pourrez toujours les retrouver à un moment donné, je vous tiendrai informé pour ça. Néanmoins, le petit café s'appelle Kawati, c'est un café conceptuel genre mi-galerie d'art, mi-petit kawa. C'est un des cafés qui est tenu par
une personne les plus choupinettes que j'ai jamais vues de ma vie. Et c'est clairement l'occasion pour tout amateur d'art d'aller siroter son petit café et en même temps pouvoir admirer des magnifiques œuvres d'art qui sont mises en avant chaque mois. Je vous mettrai tout en description et maintenant que la petite parenthèse artistique est fermée, je propose qu'on peut commencer. Alors oui, beaucoup le savent déjà, hein, mais moi j'aime l'horreur. Of course. Mais je suis pas fan de faire du creepy juste pour faire du creepy. Moi, ce que j'aime, c'est poser des questions, vous voyez. Des trucs existentiels, des trucs inconfortables. Histoire, qu'on puisse réfléchir tous ensemble, vous voyez. Et je vais être honnête avec vous, j'avais plein d'idées de sujets de vidéos. Pour vous dire, j'ai même commencé 3 scripts. Et puis un beau jour, j'étais en train de bruncher avec ma soeur. Oui, ça m'arrive de bruncher de temps en temps en tant que rebeu distingué qui se respecte. Anyway, bref, je parlais de films d'horreur, comme d'habitude, et là ma sœur me sort une phrase, mais toute simple. Je me demande pourquoi on aime avoir peur. Et là j'ai dit, stop de car en fait. C'est carrément la prochaine vidéo que je vais sortir. Et donc, me voici. Mais je tiens tout de même à préciser. Je ne suis ni psy, je ne suis ni neurologue, ni sociologue. Je suis juste une femme qui aime bien, explorer des choses. Donc en gros, s'il vous plaît, prenez tout ce que je dis avec des pincettes, ok? Je n'ai pas la science infuse, donc c'est pas la peine de venir attraper ma veste dans les commentaires. Sinon, je vous bloque. Et maintenant, que c'est dit, je propose qu'on commence par le commencement, à savoir, c'est quoi notre problème en fait? On est censé fuir la peur. C'est ce qu'on nous apprend. C'est ce que la biologie nous dicte. Notre instinct de survie le plus primaire. Quand on voit un danger, on court. Quand on entend un bruit bizarre, on se fige. Quand on voit quelque chose qui nous dépasse, on détourne les yeux. Et pourtant, il y a certains d'entre nous qui en font tout l'inverse. Ils écoutent, ils regardent, et encore pire, ils en redemandent. Mais pourquoi? Pourquoi chercher une émotion qui est censée être désagréable? Pourquoi payer pour se faire peur? Ou cliquer encore et encore sur cette vidéo TikTok avec une porte qui grince toute seule en plein milieu de la nuit? La réponse, comme souvent, se trouve dans notre cerveau. Bon alors go vous expliquer ça très grossièrement. Parce que je suis pas neurologue, t'as vu? Mais si j'ai bien compris, tout part de l'amygdale. Et pas celle qu'on a au fond de la gorge, hein, non. Celle qui est dans notre cerveau. Elle est située quelque part dans notre boîte crânienne. Et c'est celle-ci qui détecte la moindre menace, alors réelle ou imaginaire. Et elle va donc appuyer sur un bouton d'alerte qui va tout faire accélérer. Et c'est alors que l'hypothalamus entre en scène, lui va déclencher un raz-de-marée hormonal. Adrénaline, dopamine, cortisol, noradrénaline, oui, que des mots compliqués. Et c'est comme si tout notre corps se transformait en centrale nucléaire. On a le cœur qui cogne, la respiration qui va se saccader, nos pupilles vont se dilater, nos muscles vont être tendus, on transpire, on frissonne, enfin bref. Tout ça parce que notre cerveau a qu'un seul objectif et c'est celui de survivre. C'est ce système-là qui va permettre à une mère de soulever une voiture si c'est pour sauver son enfant. Vous l'aurez compris, c'est ce qui nous permet du coup de devenir aussi beaucoup plus efficace dans certaines situations. Mais quand ce système se déclenche dans un cadre totalement sécurisé, comme par exemple un film d'horreur, un manège, un escape game un peu flippant, alors là, c'est une toute autre histoire. Ton corps, lui, pense qu'il est en danger. Mais toi, tu sais que t'es assis chez toi, petit plaid sur les genoux. Et ce décalage, c'est là que ça devient intéressant. Tu ressens la peur. Vraiment. Tes hormones sont là, tes sens totalement en alerte, mais techniquement, tu ne risques rien. Et cette contradiction va créer un sort de shoot émotionnel. Une montée d'adrénaline, suivie de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, puis d'endorphine, celle de l'apaisement. On flippe, ensuite on rigole, ou on pleure, tout dépend de la personne. Et en fait, tout ça, ça nous fait juste sentir vivant. C'est un peu comme une mini-mort suivie d'une renaissance. Certains chercheurs appellent ça une répétition symbolique de la mort, une manière en fait d'apprivoiser nos angoisses existentielles. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais en vrai, la peur dans un contexte contrôlé, c'est aussi une manière un peu de flirter avec l'interdit, mais sans les conséquences. Il y a aussi l'effet de groupe, les films d'horreur au cinéma par exemple, les soirées Halloween, les threads d'horreur Reddit Don't read this at night. Ce sont comme des rituels modernes, des exutoires collectifs, des moments où on se dit « j'ai eu peur, mais en vrai, je ne suis pas seule. » On peut d'ailleurs souvent voir ça dans les commentaires TikTok de vidéos un peu flippantes. Et derrière tout ça, il y a le frisson. Un peu le frisson comme le besoin, par exemple, de casser une routine, de secouer un peu son quotidien trop plat. Certains appellent ça des comportements ordaliques, un genre de quête de sensations fortes pour se prouver qu'on est toujours vivant. Et aujourd'hui, sur TikTok, Netflix, Reddit, cette quête est devenue partout. Des vidéos de stalkers flippants, reconstitution de true crime, contenus liminaux. On a transformé la peur en esthétique. On la consomme, on la stylise, on la met en boucle. Parce qu'au fond, avoir peur, ça nous ramène quand même à quelque chose de très
très primaire, très brute. Et peut-être que cette peur n'est pas qu'un simple frisson. Peut-être qu'elle agit un peu comme un miroir, un reflet flou mais fidèle de ce qu'on traverse. Parce que oui, la question de pourquoi est-ce qu'on aime avoir peur peut trouver ses réponses dans un cours de chimie et 3 hormones bien placées. Mais de là peuvent émerger 1000 autres questions. Par exemple, si on aime avoir peur pour ce que ça nous fait ressentir à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'on fait de l'horreur à l'extérieur? Est-ce que c'est juste pour vibrer? Pour ce que ça nous fait ressentir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière? Une angoisse collective qu'on n'arrive pas à formuler? Et si en réalité on regardait l'horreur pour mieux se comprendre? Ça enregistre. Ok. Donc je disais, l'art a toujours été une manière de dire l'indicible. Quand les mots manquent, quand la politique censure, quand la douleur est trop vive ou trop sale, l'humain crie. Peinture, cinéma, photographie, performance, et ça depuis toujours. Un jour j'ai lu quelque part que l'art c'était un cri voilé, et que parfois ce cri pouvait se transformer en hurlement. Et c'est là qu'entre en jeu l'horreur. Parce que derrière chaque monstre, chaque maison qui saigne ou enfant possédé, il y a souvent un reflet. Et ce reflet, c'est nous. C'est le monde dans lequel on vit. Nos peurs collectives. Celles qu'on ose des fois d'ailleurs pas nommer. Mais qu'on tolère quand elles sont maquillées en film de série B. Parce que dans notre inconscient, ça reste de la fiction. Prenons les années 1950-60. L'époque de la guerre froide, des essais nucléaires et de la peur de l'autre. Et là, bim, The Famous Hollywood nous pond une flopée de films avec des monstres mutants nés de radiation, comme par exemple Godzilla en 1954. Ce film est né au Japon juste après Hiroshima. C'en est l'exemple parfait. The Blob, une masse informe qui dévore tout, le symbole parfait d'un danger qu'on ne voit pas venir. Invasions of the Body Snatchers, où les gens deviennent des copies sans âme. Ça peut se traduire en paranoïa du communisme et la peur de perdre son identité en tant qu'humanité. J'ai aussi vu comme exemple The Fly, le film où ce scientifique se fusionne avec une mouche. Et là, il y avait beaucoup de gens qui avaient traduit ce film comme la peur du progrès qui dérape façon body horror. Même La colline à des yeux, bien que plus tardif car ça a été fait en 1977, s'inscrit dans cette logique. On y voit une famille mutante, cannibale, qui vit dans le désert, totalement reclus de la société, victime des essais nucléaires américains. Mais si on regarde bien le film, ce n'est pas eux les monstres. S'ils sont devenus comme ça, c'était à cause de la société, de la civilisation, de nous en fait. L'horreur ici n'est pas le mutant, c'est l'humanité. C'est l'héritage toxique de notre modernité aveugle, disons. Une horreur qui naît du progrès. Chose que d'ailleurs on peut voir très souvent dans notre quotidien encore aujourd'hui. Plus tard dans les années 70 et 80, quand la société commence à questionner les institutions, les violences familiales, les religions, on a L'Exorciste qui a été fait en 1973, Carrie 1976, Shining 1980, des films qui parlent de la famille, de la foi, de la folie psychologique, mais pas frontalement. Ça non, parce que ce serait beaucoup trop brutal. Surtout pour des sujets aussi sensibles. Alors on passe par le diable, par des pouvoirs télékinétiques. Mais le fond, lui, il est bien humain. Ce qui est perturbant dans le film Carrie, c'est pas ses pouvoirs, c'est plutôt la mère. Et ce qui est intéressant, c'est de suivre cette évolution de la paranoïa, de la peur collective dans le cinéma. Par exemple, dans les années 2000, on peut voir un gros changement dans l'horreur cinématographique. Le climat de la peur persiste, mais il se transforme. Ce n'est plus le monstre issu d'essais nucléaires, ni le diable, mais le chaos global. Le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles deviennent des thèmes centraux dans des films comme par exemple 2012 ou Le jour d'après, Contagion. L'apocalypse n'est plus l'histoire d'une prophétie ou d'un démon, mais de données scientifiques et de dysfonctionnement systémique. Retournons un peu en arrière et prenons l'exemple du cinéma d'horreur des années 80-90. L'âge d'or des slashers. Aussi d'ailleurs mon type de film d'horreur préféré, avec les possessions démoniaques, but anyway. Des films comme Halloween, Vendredi 13, Scream, ce sont beaucoup plus que des films de tueurs en série. On peut le voir, c'est assez moqué comme genre de film parce que c'est toujours les mêmes codes. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que les mêmes codes sont à chaque fois remis. Parce que oui, ces films obéissent à des codes très précis. Presque rituel. Le tueur, souvent masqué, traque des adolescents dans des contextes de transgression. Sexualité, drogue, désobéissance. Et c'est qui meurt en premier à chaque fois? Celle qui ne respecte pas les règles, une personne de couleur, ou le geek un peu exclu du lycée. Ce n'est pas juste une question de scénario, c'est un jugement moral. Et là mes chéris, oui, je suis restée un peu bloquée sur le cinéma, parce que franchement il y a tellement de choses à dire que je pourrais faire... je crois des vidéos de 3-4 heures juste là-dessus. Mais en vrai, il n'y a pas que les films et les séries. Prenons Marina Abramović, une artiste serbe qui a démontré, avec une expérience sociale glaçante d'ailleurs, que le monstre en réalité, ça peut être n'importe qui à partir du moment où on l'autorise à l'être. Pendant 6 heures,
elle s'est tenue immobile, silencieuse, laissant le public faire ce qu'il voulait d'elle. Pour ça, elle avait déposé 72 objets sur une table. Dedans, il y avait des plumes, du miel, des choses assez douces, mais il y avait aussi des choses un peu plus douloureuses, comme par exemple une lame, une corde, un revolver chargé. Et ce qui s'est passé, c'est juste terrifiant. Parce qu'au début, des spectateurs étaient un peu intrigués et ils étaient assez doux avec elle. D'abord, ils la caressaient, ils lui faisaient des câlins, et puis d'un coup, ça a commencé à déraper. Des gens l'ont coupé, l'ont frappé, il y a même un homme qui a pris le revolver et l'a pointé sur sa tête. Et ce qui est intéressant, c'est que il a suffi de 6 heures pour que l'illusion de la civilisation s'effondre totalement. Et en voyant ça, je vais refaire un petit saut dans le cinéma, l'idée de la purge, c'est plus vraiment de la fiction. C'est pas si absurde que ça, sachant que si le gouvernement autorisait réellement que pendant 24 heures il n'y aurait aucune conséquence légale, on serait foutu, comme par exemple les crimes de guerre. C'est là qu'on voit que, en fait, dès qu'il n'y a plus d'encadrement, l'humain peut littéralement devenir la pire chose qui soit. Et au final, même avec l'encadrement, est-ce que ça empêche certains? Aussi, l'horreur, en plus d'être culturelle ou générationnelle, elle est aussi géographique. On retourne sur le cinéma, mais par exemple le cinéma sud-coréen. Il a explosé ces dernières années avec des séries comme The Glory ou All of Us Are Dead. Pourquoi? Parce qu'il parle d'harcèlement scolaire, de la pression académique, du mal-être social, enfin des thèmes universels, certes, mais exprimés à travers le prisme d'une culture hyper compétitive. Et l'horreur, c'est là qu'on le remarque, ça devient un cri, un exutoire, une arme symbolique contre des fois des systèmes beaucoup trop étouffants. Donc plus on avance, plus on se rend compte la question de pourquoi est-ce qu'on aime autant l'horreur. Est-ce que c'est juste parce qu'on aime avoir peur, ou est-ce que c'est plutôt parce qu'on essaye de comprendre certaines choses, ou est-ce que c'est plutôt une manière de s'identifier à des problèmes et peut-être se sentir entendu ou vu? Parce que l'horreur, c'est pas juste une tendance, c'est pas juste un style d'art ou un style de cinéma, c'est un catharsis, un miroir parfois brisé, tendu à celui qui veut bien se donner la peine de regarder. Et aujourd'hui, ce miroir se déplace de jour en jour. Et surtout, mais il est devenu accessible à tout le monde. Dans nos téléphones, dans nos feeds TikTok, dans nos threads Reddit. La peur est devenue virale. Prenons un exemple. Les Red Rooms, ou parfois appelés Dark Rooms. Des concepts profondément morbides liés au Dark Web. Des endroits un peu secrets, invisibles au commun des mortels comme nous, où des gens, selon certaines rumeurs, paieraient pour assister en live à des scènes de torture. Bon, disons-le franchement, pour tomber sur une Red Room ou une Dark Room, faut quand même le chercher un minimum. Genre t'es pas en train de scroller sur Pinterest et puis bim, tu tombes d'un coup dans une Dark Room. Heureusement d'ailleurs. Mais ce qui est le plus inquiétant ici, c'est que ce genre de logique, cette esthétisation du désespoir, commence à glisser tout doucement dans des espaces beaucoup plus publics. Et elle atterrit sur des réseaux comme TikTok, dans les pour-toi des ados. Et là, prenons un cas concret par exemple, la trend du baume à lèvres. Alors perso, moi j'étais complètement passée à côté de cette trend. Je l'avais découvert en fait grâce à une vidéo de Feldup, ayant un feed TikTok principalement constitué de vidéos de chats. Et donc le principe, tu prends un baume à lèvres, tu l'utilises tous les jours et quand il est terminé, tu es censé en finir aussi. Le baume à lèvres, en fait, il sert ici à un genre de compte à rebours pour les jours restants à vivre. Ouais, c'est glauque. Je pense personnellement pas que des gens ont tenté d'en finir avec leur vie à la fin de cette trend, mais il faut quand même regarder parce que derrière cette banalité, on va dire, le message, il est quand même ultra sombre. Une forme codée de mal-être. Ça ressemble bien à un appel à l'aide ou à de l'attention qu'on ne formule pas avec des mots. Et voir des jeunes participer à ce genre de trend, c'est terriblement triste et malsain aussi. Et si vous vous retrouvez dans des situations comme celle-ci, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. Parce que rester dans le silence et commencer à faire des trends morbides sur TikTok, c'est clairement pas ce qui va vous aider. Mais voir ça, c'est aussi se rendre compte que l'horreur, c'est plus dans le cinéma. C'est plus dénoncer une guerre ou exorciser une peur collective. C'est un peu une horreur 2.0. Une horreur performée, banalisée, likée. Et ça, c'est propre à notre époque. Quand dans certaines parties du monde, on retrouve des gens qui créent des courts-métrages d'horreur, par exemple pour dénoncer des traumatismes qu'ils vivent au quotidien, on se retrouve ici en Occident, où on continue à glorifier les tueurs de masse. Documentaires Netflix, podcasts, fan accounts, des hommes brisés deviennent des icônes, analysés, disséqués, parfois même sexualisés. Et qui sont les plus fascinés? Des femmes et parfois même des
très jeune fille. Et tout ça pourquoi? Bah ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mes chéris. Mais donc oui, l'horreur, elle est partout. Elle change de forme, elle se digitalise, elle s'adapte, mais elle conserve une fonction centrale. C'est nous parler de nous, de nos peurs collectives, de nos obsessions, de nos hontes et de nos limites. Alors oui, parfois on peut regarder un film d'horreur juste pour le kiff, mais parfois aussi regarder un film d'horreur, c'est une manière pour nous de mieux supporter le monde dans lequel on vit. Peut-être aussi qu'on les regarde pour mieux supporter les choses qui nous font peur, mais qu'on n'arrive pas à contrôler. Mes chéris, si je vous disais qu'une partie d'entre nous regardait l'horreur et pas juste pour se faire peur, mais pour mieux supporter leur fin inévitable. Et si, pour certaines personnes, c'était une manière d'apprivoiser la mort. On va être honnête une seconde, hein. Personne n'a envie de mourir. Ou du moins, la majorité d'entre nous. Et surtout, pas dans la douleur, pas dans le vide ou dans l'oubli. Et pourtant, depuis qu'on est né, on sait que ça va arriver. C'est la seule et unique promesse que la vie tient vraiment. Et donc, on fait quoi avec cette info? On ne peut pas la nier. Du coup, on essaye de l'apprivoiser. On lui donne des visages, des zombies, des fantômes, des vampires, loups-garous, bref. Parce qu'au fond, regarder la mort de loin et en fiction, c'est un peu une manière de reprendre le contrôle. Ça rend la chose un peu moins terrifiante, moins réelle, moins définitive. Par exemple, Le déni de la mort. C'est un essai fondamental d'Ernest Becker qui a été publié en 1973. Alors, Becker parle d'un simple constat. Selon lui, la peur de mourir est le moteur principal de notre psychisme. Pas l'argent, pas la reconnaissance, la mort. C'est cette idée invisible mais omniprésente qui nous pousserait alors à créer des récits, des croyances, des carrières, juste pour en fait l'éviter. Ou plutôt pour éviter d'y penser. Lui, il appelle ça le mensonge vital. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'ensemble des stratégies que nous, humanité, on mettrait en place, individuellement ou collectivement, pour se convaincre que notre vie a un sens, une sorte d'importance, voire même une forme d'immortalité symbolique. Ça peut être la religion, l'amour, les enfants, l'art, les réseaux sociaux. Anyway, toutes ces choses en fait qu'on valorise. En fait, c'est comme si c'était notre manière de laisser une trace dans ce monde, une genre d'empreinte. Et si on regarde bien, oui, l'homme a toujours été obsédé par sa descendance, par sa lignée, par l'idée de bâtir quelque chose à transmettre. Beaucoup sont animés par l'envie d'avoir des enfants pour que leur nom perdure, pour quelque part ne pas disparaître totalement. Même si aujourd'hui on voit sur TikTok quand même pas mal de jeunes qui expliquent qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants, non pas par égoïsme, mais justement pour briser par exemple le cycle de traumatisme familial, comme par exemple dans la saison 1 de Bridgerton. Mais bon, on sait tous comment ça finit, hein. Mais bref, ce qui rend l'humain unique, c'est cette dualité permanente. Il est un corps mortel, coincé dans un monde de symboles. Culture, sociaux, idéologie. Et cette contradiction, le ronge quelque part. Il veut être spécial, il veut être éternel, mais il sait qu'il va mourir. C'est ce tiraillement qui crée du coup une angoisse existentielle. Et tout ça, c'est selon Becker, je précise. Et d'ailleurs, lui n'est absolument pas d'accord avec Freud ou la psychanalyse classique. Pour lui, ils sont beaucoup trop focus sur les pulsions sexuelles ou agressives ou en oubliant l'essentiel. Ce n'est pas le sexe qui nous rend fous, mais c'est la mort. Parce que cette peur, même bien planquée sous des tonnes de distractions, continue en fait d'agir. Elle influence nos choix, nos opinions, nos colères, et selon lui, elle est même à l'origine de beaucoup de conflits. Religions opposées, idéologies ennemies, les guerres, le racisme. Selon lui, chaque système d'immortalité qui a été mis en place par un humain se sent alors menacé par une autre. Et donc quand les deux illusions d'éternité se rencontrent, ça explose. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi perso, je n'ai pas encore le livre, mais en vérité, avec tout ce que j'ai pu vite fait apercevoir de cet essai, je vous cache pas, ça m'a intriguée à mort. Bien sûr, je ne partage pas tout ce qu'il avance, mais je pense que certains points de vue peuvent quand même se défendre. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Ensuite, on continue. Et ouais, désolé, parce que la vidéo, c'est un peu, je passe du coq à l'âne, mais en fait, c'est compliqué de rester très linéaire dans un sujet qui est aussi grand et vaste. Mais bref, mais j'espère que vous arrivez à suivre quand même. Mais je disais, historiquement, l'humain a toujours mis en scène la mort. Les tragédies grecques, les exécutions publiques, les contes macabres. Aujourd'hui, on a Saw, on a Destination Finale. Ces films sont presque devenus des rituels modernes. On se réunit, on éteint les lumières et on regarde la mort venir. Encore et encore et encore. Et à la fin, nous, on est toujours vivants. Un peu tremblant, peut-être, oui, mais étrangement soulagé. Soulagé de quoi? D'être encore en vie. Aussi parce que dans ces films,
on suit les survivants. Tout est fait pour qu'on s'identifie au personnage principal, celui qui justement s'en sort la plupart du temps. Pareil finalement pour ceux qui allaient assister aux exécutions. Oui, alors il y avait sûrement des envies de vengeance dans certains cas, l'exécuter même, mais je pense que la majorité des gens allaient aussi par curiosité. Et il faut bien l'avouer aussi pour se rassurer soi-même. Parce que c'est rassurant de voir la mort sans la vivre. Vraiment. De rester vivant après ça et de se dire waouh, heureusement c'était pas moi. Vous avez déjà ressenti ce goût amer? Quand, par exemple, un personnage qu'on pensait en tout cas être intouchable meurt à un moment donné. Ce moment où on réalise que même les personnages importants peuvent aussi disparaître. On se dit non, c'est pas possible. On en veut aux créateurs, aux réalisateurs, parce que ils nous ont brutalement ramenés à la réalité. À cette réalité que nous aussi précieux qu'on soit en fait dans notre propre réalité, on sera plus là un jour. Ouais, je suis un peu en train de plomber l'ambiance. Mais pour en revenir à ce que je disais il y a plusieurs minutes déjà, beaucoup d'entre nous regardent l'horreur pour essayer de comprendre certaines choses. Certains regardent l'horreur pour s'identifier et comprendre ou ressentir que leurs angoisses, leur douleur est valide, mais d'autres se font volontairement peur pour mieux affronter la mort. Mais, et si je vous disais qu'une autre partie encore... Oui, j'ai découvert beaucoup de choses, hein. Mais si une autre partie d'entre nous regardait l'horreur pour encore une toute autre raison? Et si pour eux, regarder des monstres, c'était une manière pour eux de ne pas en devenir un eux-mêmes? Beaucoup se posent encore la question, est-ce que les jeux vidéo ne rendraient pas violents? Est-ce que regarder des films d'horreur gore ou des thrillers malsains nous rendrait nous, monstres, à notre tour? Est-ce qu'à force d'exposer notre esprit à des images atroces, on finirait pas par perdre notre humanité? Mais voilà le souci. La question est beaucoup trop vaste de nouveau pour y répondre par un simple oui ou non. On est tous différents, avec nos propres sensibilités, nos histoires, nos zones d'ombre. Ce serait beaucoup trop réducteur de penser qu'une simple grille de lecture suffirait de répondre à cette question. Alors forcément, il fallait bien que je vous ponde un chapitre entier pas pour en parler. Et si je disais que l'horreur, au lieu de nous rapprocher du monstre, avait plutôt tendance à nous en éloigner? Restez avec moi mes chéris. Dans la poétique, Aristote introduit le concept du catharsis, un processus de purification des émotions par le biais de la tragédie. Regarder la peur, la douleur ou la violence, sur scène ou sur écran, c'est une manière de les vivre. Et oui, de les vivre mais sans les subir. Ce serait en fait comme une sorte de purge. Du coup, les films d'horreur joueraient aussi ce rôle. Permettre à notre cerveau de ressentir la peur ou l'agressivité, mais dans un cadre contrôlé. Et donc, ça nous permettrait aussi de mieux les gérer dans la vraie vie. C'est un peu comme si notre esprit disait « Ok, j'ai eu ma dose, j'ai ressenti l'adrénaline, maintenant je peux redescendre et aller continuer ma journée calmement. » Carl Jung, je sais pas comment ça se prononce, lui va nous parler de l'ombre. Cette face un peu cachée en chacun de nous. Des impulsions violentes qu'au final on a tous. Ce sont des pensées un peu sombres que d'ailleurs on est un peu honteux d'admettre. Et regarder l'horreur, c'est parfois faire face à cette partie invisible. Non pas pour l'activer, mais pour la reconnaître. Ce serait en fait une manière de ne pas être avalé par ce que on refuse de voir. Une forme un peu d'hygiène mentale. On ne nie pas notre part sombre, mais on la tient en laisse. Et parfois, c'est en regardant un monstre à l'écran qu'on évite d'en devenir un soi-même. On voit des actes atroces, on frissonne et on se dit « moi au moins, je ferais jamais ça ». Ce contraste, lui, il peut des fois aussi nous recentrer sur ce qu'on est. Et c'est là peut-être que l'horreur peut prendre tout son sens. Pas comme un appel au meurtre et à la folie, mais comme un terrain d'expérimentation émotionnelle. C'est un peu un miroir des recoins sombres de l'âme humaine. Un espace sécurisé où on peut ressentir l'impensable. Et ça, sans le devenir. Après, je vous vois venir, je ne suis absolument pas en train de généraliser. Bien sûr que certaines personnes ont dû regarder des films d'horreur où un tortionnaire est en train de torturer des animaux ou des femmes ou des enfants ou que sais-je, et que ça les a probablement inspirés pour aller faire pareil. Mais personnellement, je ne pense pas que tous ceux qui aiment les films gore sont forcément des monstres ou des psychopathes en puissance. Tout comme d'ailleurs, tous ceux qui évitent tous les films d'horreur ne sont pas forcément beaucoup plus équilibrés que les autres. Donc au final, oui, c'est cas par cas, comme pour tout. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que parfois, pour certaines personnes, regarder un monstre, c'est la meilleure façon de se rappeler qu'ils n'en sont pas un. Parce que
Ça nous arrive tous, en vrai. On se dit, oh man, peut-être que je crains, peut-être que je suis moi-même quelqu'un de cruel. Et puis on regarde c'est quoi la vraie cruauté. Ça nous permet de se rassurer et aussi un peu de dédramatiser certaines choses. Parce que la communication, c'est pas facile pour tout le monde. On n'a pas tous une personne avec qui on peut aller parler. On n'a pas tous des facilités à aller voir un psy. Donc des fois, c'est une manière d'aider pour certaines personnes. Et peut-être que c'est aussi pour ça que vous, moi, on est tous aujourd'hui ensemble pour continuer à marcher droit. Et ça, même quand le monde devient un peu trop sombre. Avant, on avait les contes à base de vilaines sorcières et de gargouilles terrifiantes. Puis sont venues les légendes. La Dame Blanche, Aïcha Kandisha et plein d'autres encore. Des histoires pour nous faire frissonner quand on était enfant. En grandissant, on s'est retrouvé à exposer à des images bien plus explicites. Des films comme Hostel, Conjuring, des séries comme American Horror Story ou alors des animés comme Another ou Parasite. L'humain a créé les pires choses qui soient dans ce monde. Et puis l'humain se retrouve à regarder cette même horreur. Il a peur, il est terrifié, il ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il est en train de regarder ni pourquoi, mais il n'arrive pas à détourner les yeux. Pourquoi exactement? Est-ce que c'est simplement parce qu'on est accro aux sensations fortes? Ou est-ce que c'est parce que cette horreur nous permet de mieux supporter notre quotidien? Est-ce que c'est pour mieux comprendre la vie? Ou peut-être est-ce que c'est pour éviter de penser que le vrai monstre n'est pas dans la fiction, mais dans le réel? Que le grand méchant loup n'est peut-être rien du tout comparé aux voisins du dessus? Ou pire encore, est-ce que c'est pour nous rassurer que nous-mêmes on n'est pas ce monstre-là? Dans cette vidéo, mes chéris, on a posé énormément de questions. On a proposé des pistes, sans prétendre avoir toutes les réponses bien évidemment. On a parlé de dopamine, on a parlé de symboles, de guerre, de monstres contemporains, des réseaux sociaux, des philosophes, enfin bref, on a vraiment fait tout le tour. Et même comme ça, je trouve que la vidéo, elle est quand même assez exhaustive. Enfin, j'aurais pu aller encore beaucoup plus en profondeur, mais je risquais trop de vous perdre, donc en vrai, on va plutôt garder ça kortenbandig. Mais on a quand même essayé d'explorer genre la peur sous toutes ses coutures. On a essayé de comprendre pourquoi on y revient toujours, et si cette fascination était un piège, ou plutôt une boussole. Alors maintenant mes chéris, je vous retourne la question à vous. Pourquoi est-ce que vous regardez l'horreur? Qu'est-ce que ça vous fait exactement? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de sortir d'un film en vous sentant plus vivant, plus humain peut-être? Franchement, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse à mort. Blague à part, j'ai vraiment hâte de lire vos réponses. Et si vous êtes restés jusqu'ici mes chéris, franchement, ça me fait super plaisir. Laissez un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous bien sûr si ce genre de contenu vous plaît. Franchement là, j'ai testé un nouveau concept, j'espère que ça plaît. Je suis pas sûre, mais on verra bien. Mais je ferai probablement encore d'autres contenus de ce genre où on se pose, on explore ensemble, on réfléchit, on se pose des questions. Si en tout cas ça vous a plu, alors mettez la petite clochette bien évidemment pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortent. Dans tous les cas, moi je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Bisous. Je vais faire du ASMR. J'espère que c'est chouette. Je sais pas si c'est cool. Ouais, je fais que parler de toute façon. Bref, c'est pas mon délire.